Alors, justement, est-ce qu'il faut prendre en compte la position? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que je veux que mes amis politiques voient, c'est vraiment le manque de cohérence des gens comme les Wafo. L'inconstance, c'est-à-dire que les gens qui ont des positions, peut-être pour plaire à des opinions. Voilà quelqu'un qui sort d'une élection présidentielle. Avant l'élection présidentielle, on se battait ici pour faire comprendre que la stabilité de ce pays voudrait que on tienne compte de ce qu'il faut aussi qu'un anglophone arrive au pouvoir. Il soutenait Maurice Kamto, le francophone. J'assume. Maintenant que l'élection présidentielle est passée, et il se rend compte que son joker est hors jeu. Il n'avait rien à dire. C'est-à-dire qu'il n'est dans aucune perspective. Il redevient tenir un discours d'équilibriste. Il y a maintenant le souci qu'un anglophone soit aussi quelque chose. Lisez souvent les thèmes. Vous voyez la qualité des hommes politiques. On est en train d'aller à l'élection présidentielle. Moi, je suis en train de me battre ici pour faire comprendre à notre pays qu'il est temps de donner à un anglophone. Et j'ai soutenu un anglophone, même si il a fait de mauvais caca. En compréhension de texte, vous avez régulièrement 2 sur 20. Mais voici les gens qui nous démontrent ici qu'il ne faut pas donner le pouvoir à un anglophone. Que c'est Maurice Kamto sur la base du tribalisme. On dit vice-président. Maintenant, il se rend compte que son joker est le thème du débat. Il cherche à avoir des amis politiques. L'opportunisme, de mauvais aloi. Maintenant, il dit, ouais, il faut qu'on donne aux anglophones. Mais on était tu n'as pas soutenu les anglophones. Le président est déjà francophone. Tu n'as pas soutenu les anglophones. Maintenant, le président est déjà là. Je reviens à l'essentiel. Je vais d'abord montrer la perfidie, l'hypocrisie des acteurs politiques dont l'indignation est pénétrée. L'indignation à géométrie variable. D'accord, revenons dans vos faits maintenant. Maintenant, pour la réalité. Lisons les thèmes. Vous avez une constitution qui dit le président peut. Et Zengele en parle. Quelle est cette fonction où on peut mettre quelqu'un ou on peut ne pas mettre quelqu'un? Si vous avez une fonction où on peut mettre quelqu'un ou ne pas mettre quelqu'un, ça veut dire que si on met quelqu'un, il est comme si on ne l'avait pas mis. Oui. Et je ne veux pas qu'on donne à un anglophone un poste où on peut mettre quelqu'un, où on peut ne pas mettre quelqu'un, tout ça c'est pareil. Et moi pour lui dire que c'est là qu'il faut mettre l'anglophone. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec le poste. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec le poste de vice-président. Mais il vient quand même faire des propositions. Moi je me suis... Lisez le thème en débat. Je m'en fous du poste de vice-président. Ah bon? Parce que Paul Biaké est assis là. Il est arrivé dans les mêmes conditions que le vice-président va arriver. Il était un premier ministre nommé. Le président a fait une constitution pour faire de lui le successeur qui termine le mandat. C'est exactement la même chose. On va seulement changer de degré et le nom. Maintenant, c'est le vice-président nommé qui devient le successeur constitutionnel qui termine le mandat. D'accord? Tous ceux qui disent que le vice-président n'aurait jamais dû être nommé doivent se taire. Ils font les propositions pourquoi? Ils sont contre. Ils viennent maintenant faire les propositions pourquoi? Parce qu'il faut bavarder. Le thème en débat. Chaque fois qu'on vous donne le micro, parfois quand on vous donne le micro, dites que je n'ai rien Ils à dire. sont contre, mais le fait est là. Donc, Dernière chose. Oui. Tous ces gens qu'on a montrés là, qui vous a d'abord dit qu'ils sont d'accord avec la révision? Je ne sais pas si on va... Voilà. Vous faites alors un débat sur des gens, peut-être qu'ils sont même contre. Ça veut dire que peut-être qu'ils sont même dangereux pour le président. N'est-ce pas? Le président est pris dans son propre piège. Et on va sortir par là. Le président est arrivé à la présidence de la République parce que dans le régime d'Ahidjo,
il a été le profil qui correspondait à ce que Ahidjo voulait. Quelqu'un qui lui est soumis. Et tous ceux qui, dans le régime d'Ahidjo, avaient un caractère fort ont été écartés. Samuel Eboa, Aïssim Vondo, et le président a vu, Ahidjo a vu ce que ça lui a apporté. C'est pourquoi on a parlé de confiance. Ahidjo a dit que la confiance, c'est le fait qu'elle est dans celui qui ne dit jamais rien. C'est un peu plus compliqué que ça. Qui était comme un ver de terre. À qui on pouvait dire tout le contraire, il accepte toujours. Et une fois devenu président, le type qui ressemblait à un ver de terre est devenu un dragon. Et Ahidjo en a payé le prix. D'accord. Et du coup, Paul Biya est hanté par l'idée que son successeur peut sortir les griffes. Or, il a fait un régime qui a appris aux gens que tu n'es bon que quand tu ne dis rien. Tout ce qu'on a montré là, c'est ce qui spécifiquement dans le régime de Biya ne disait jamais rien. Yang Philemon ne dit jamais rien. Il ne dit même pas qu'il faut aux anglophones. Les anglophones du régime ne se plaignent jamais derrière. Ils ne disent pas que mais nous on est où dans cette affaire. Ils laissent que c'est d'autres personnes qui parlent pour eux. Quand la crise anglophone a éclaté, c'est tous les anglophones du régime qui ont dit qu'il n'y a pas de problème. Pas de problème anglophone. D'accord. Donc les gens se les vont. On va cela. Maintenant, ils veulent qu'on considère qu'il y a un problème anglophone. D'accord. Tous, personne de tous ces gens-là n'a pris la parole ici pour dire que oui, nous les anglophones, nous sommes fâchés. Ils ne disent jamais. On a compris. Sous le Riolo, l'équation devient donc très compliquée finalement entre ce que les Camerounais espèrent, leurs propositions sur la représentation communautaire, sur la prise en compte de la question anglophone et autres, sur la confiance soulignée et défendue par le professeur et par Abel Libi Robert. L'équation n'est pas compliquée. Nous voulons compliquer la structuration de ce débat tel qu'il a été amorcé. Et je suis contre le nihilisme de Libi Lobé. Il ne peut pas non plus nous dire que le travail qui a été fait, je l'ai apprécié parce qu'ils ont proposé ce casting. On ne peut pas dire que oh, ils ne sont pas, même s'ils sont contre la modification, s'ils sont élus, ils ne vont plus être contre la modification. Ils vont assumer. Puisque j'ai dit que chacun d'eux a des compétences. Ce que je voudrais dire, c'est que je pars toujours d'un principe, un postulat, que le prochain, le vice-président, sera le président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Wafo qui a refusé d'un candidat président anglophone, aujourd'hui veille, n'est-ce pas, que le gré à gré se passe et qu'on donne le pouvoir à un anglophone, ça me pose un problème de structuration, un problème d'harmonie. Parce que si vous avez dit que... Pourquoi tu ne veux pas utiliser mon mot? Mais lisez le thème. Un problème de cohérence, la logique. On discute de quoi, Jean-Jacques? Merci, en attendant qu'on te donne ta prise de parole. S'il te plaît, permets-moi de parler aussi, s'il te plaît. Non, je vois absolument qu'il y a un thème. On est dans le thème. Nous sommes dans le thème. Oui. Donc tu es le petit Wafo donne les leçons de hors sujet à tu es petit. Tu crois que tu es quoi? L'équation n'est pas compliquée. Parce que Merci. Jean, C'est celui qui a la parole. C'est celui qui a la parole. Tu donnes les leçons de sujet. Tu lui rappelles le thème parce qu'il ne connaît pas le thème. C'est toi qui connais. Merci Abel. C'est celui qui a la parole. Je voudrais dire aussi, c'est naïf. Quand j'entends quelqu'un dire, nous mecs, n'est-ce pas, il faut absolument que le président nomme un vice-président parce que le président est déjà francophone. C'est de dire, de demander au président Biya de faire du troisième président camerounais un anglophone.
cela est-il possible? Alors, un président de la République à qui on a donné autant de pouvoir, n'est-ce pas? Le Parlement a admis que le président Paul Biya est irremplaçable. Paul Biya, amen. Que Paul Biya peut partir, il nomme Paul Biya. C'est-à-dire qu'il va nommer quelqu'un qui pourrait faire comme lui, exactement comme lui, en espérant que Dieu le lui permettra. Après, le Parlement a décidé, a accepté qu'un élu peut nommer un non-élu pour présider le Cameroun. Ça veut dire une chose simple, que le Parlement a donné à Paul Biya le pouvoir cadeau. N'est-ce pas? La magistrature suprême, le pouvoir, le Cameroun, on a donné ça à Paul Biya cadeau. Et vous savez, ce que je voudrais dire aussi, et nous devons être tous d'accord, c'est qu'ailleurs, on serait impressionné, indigné et même intrigué par l'extraordinaire résilience des Camerounais qui laisse croire que Paul Biya n'en a que cure, il s'en fout. Du coup, moi qui ai beaucoup trop apprécié les schémas développés par le professeur Mathias Eric Onangeni, qui est resté intellectuel de haut vol, comme il en a l'habitude, je voudrais lui dire que, comme Amadou Nkouma avait écrit, Allah n'est pas obligé, Paul Biya n'est pas obligé de suivre n'est-ce pas, un schéma établi avant ou bien qu'on peut lui imposer. N'est-ce pas? Lui-même. Parce que nous avons admis que c'est lui la cathédrale, quand il parle, on dit Amen. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas manger. N'est-ce pas, Jean-Jacques Zé? Donc nous sommes dans une situation où personne ne peut sonder le cœur de Paul Biya. Il peut nommer, il peut piquer dans ce que nous avons vu défiler. Il peut piquer ailleurs. Toujours est-il qu'il va venir un moment où il devrait piquer. Il peut ne pas piquer du tout. Pendant ce temps, moi, je souhaite que d'ici le 20 mai, que le président de la République préside le défilé du 20 mai avec son vice-président, ou tout au moins, comme ça devient de plus en plus compliqué, qu'il fasse présider le défilé du 20 mai par son vice-président, tout au plus avec un nouveau gouvernement. Je le dis pourquoi? Parce que je suis décidé de me raser au lendemain du 20 mai. On va filmer ça. Ne riez pas, parce que il y a déjà eu la modification de la Constitution, la création d'un poste de vice-président, qui sont des actes plus forts qu'un simple acte banal d'un nouveau gouvernement. N'est-ce pas? Donc, depuis lors, j'aurais pu me raser. Mais j'attends que M. Paul Biya aille jusqu'au bout pour montrer que le Parlement n'a pas travaillé les jours fériés d'une semaine sainte. Pour qu'on attende encore la nomination d'un vice-président. Du coup, si d'ici le 20 mai, il n'y a pas de vice-président, il n'y a pas de gouvernement, que Paul Biya préside encore seul le défilé du 20 mai, je comprendrais que désormais nous sommes dirigés par un extraterrestre. Je vais aller chez mon barbier. Voilà. Je vais aller chez mon barbier. Donc je prends rendez-vous. C'est pas pour avec l'histoire dans quelques jours. Dans quelques jours. 20 mai. Donc tu ne sais pas le 1 mai. S'il n'y a pas un nouveau gouvernement... Bon, j'ai une question. Je vais lui poser une petite question. D'accord, on a fini. C'est déjà dit. Je vais lui poser une question. Si le président décide d'attendre les élections législatives, non, le 21 mai, son vice-président parmi un député élu. D'accord.
entre-temps, le 21, il sera passé chez le barbier. Alors, on va avancer très rapidement. Jean-Robert Wafo, votre position. Merci. Quand On parle c'est décliné, c'est quoi, on a compris. On a pris un rendez-vous ferme. On a pris un rendez-vous bien c'est bon. Alors, parlons justement de ces élections. On va rapidement entrer dans le temps additionnel. Parlons justement de ces élections. La date n'est pas connue, mais elles sont certaines. Elles auront lieu, ces élections-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire ce qu'on a vu à la présidentielle ou aux élections d'avant, avec une opposition qui fonctionne au rythme des dissensions? Lorsqu'on écoute les leaders de l'opposition, lorsqu'on lit les leaders de l'opposition et les membres bien connus des partis politiques de l'opposition, on ne voit pas une démarche commune se dessiner. Professeur, c'est au pas des dissensions qu'on va aller vers ces élections, la dissension au sein de l'opposition? Merci de me donner la parole. Ce qu'on peut constater après l'élection présidentielle, c'est que les groupes d'opposition utilisent des perspectives différentes, ils ont une vision différente de la situation et cela entraîne des divergences qui deviennent des conflits. Ces conflits sont le produit de positionnements opportunistes dans l'évolution vers l'élection présidentielle d'octobre 2025 qui a accru l'hétérogénéité de l'opposition. Nous avons eu un candidat potentiel, le professeur Maurice Kamto, qui, une fois qu'il a été disqualifié par le Conseil constitutionnel, s'est réfugié dans une attitude que ses détracteurs qualifient de ponce-pilatisme, alors qu'ils attendaient de lui un soutien actif et visible. Le professeur Maurice Kamto a refusé clairement de choisir le candidat qu'on voulait lui imposer, parce que pour lui, on voulait le lui imposer, qui était le ministre Issa Tiroma. Il a laissé le choix à ses partisans de le soutenir ou de ne pas le soutenir. Il s'est avéré également qu'il aurait préféré que ce fût le ministre d'État, le Premier ministre Bello Bouba, à la place de Tiroma. Et une bonne partie de ceux qui avaient été jusque-là les soutiens du professeur Kamto ont trouvé que ce n'était pas sérieux. Et ce sont ceux-là qui animent justement la critique virulente contre l'attitude du professeur Kamto. De l'autre côté, le candidat Tiroma, qui a été positionné à la fin comme le candidat qui devait porter la logique d'alternance, ne remplit pas les espérances des radicaux venus des soutiens du MRC, qui s'attendaient à le voir endosser le costume qu'avait porté le professeur Kamto en 2018, le costume du président élu. Un président élu maintenant, comme on dit sur Facebook, ça dépend de l'orthographe. Est-ce que c'est élu avec E accent aigu ou HE accent aigu? Et voilà l'une des choses qui justement crée des distorsions dans l'opposition. Et ce sont des distorsions et des tensions qui sont plus fortes que ce qu'on ne pense, qui indiquent les limites de ces groupes d'opposition, d'abord en termes idéologiques. C'est-à-dire, on a ici des acteurs qui ne sont pas capables d'engager une discussion idéologique sérieuse, qui permet de fixer à la fois leurs points de convergence et leurs points de divergence. On voit également les limites tactiques, c'est-à-dire comment se positionner dans une conjoncture précise en fonction des exigences d'un moment, qui ne sont pas nécessairement des exigences durables sur le temps, mais des exigences d'un moment. Les exigences du moment aussi, c'est quoi? C'est comment l'opposition peut-elle se positionner par rapport à la dynamique créée du fait de la réforme qui instaure un poste de vice-président, qui n'est pas aussi
léger qu'on veut le faire croire. Attention, c'est là où il y a un problème de subtilité qui montre l'avance de Paul Biya sur ses concurrents. Le vice-président n'est pas corvéable comme on vous le fait croire. Non. Le vice-président est un élément important de l'architecture. Ce qui vous fait croire qu'il est corvéable, c'est simplement la nécessité fonctionnelle de faire que le vice-président ne puisse pas se situer, tant qu'il est vice-président, à la hauteur du président de la République. Parce que l'architecture de la Constitution fait que c'est le président de la République qui est le sommet de toutes les institutions. Il n'est pas seulement le sommet du pouvoir exécutif, il est le sommet de toutes les institutions. Donc on ne peut pas lui adjoindre quelqu'un qui va lui faire concurrence. Par contre, une fois qu'il y aura un vice-président, même si le président décide de lui déléguer le moins de pouvoir possible, la possibilité qu'il a de reprendre le mandat est un élément fondamental du jeu politique et institutionnel. Bon, on ne voit pas, en dehors de déclarations d'ailleurs qui sont dépiécées, les groupes d'opposition essayer de discuter sur la façon de se comporter maintenant que cette réforme est introduite dans l'architecture constitutionnelle. Quelles peuvent en être les conséquences pour les groupes d'opposition? Parce que la reprise éventuelle d'un mandat, ça signifie la consolidation de la domination du parti au pouvoir. Ne serait-ce que dans le temps qui reste de l'exercice de ce mandat. Et une opposition, entre guillemets, bon, je veux maintenant un peu polémiquer, sérieuse, ne peut pas rester silencieuse là-dessus. Par contre, il ne suffit pas de faire des effets de manche, on va à l'Union africaine, c'est un coup d'État constitutionnel pour que ça produise quelque chose. Alors, Walter Shaw, on est quand même sur le chemin des prochaines élections. Il y a des faits, des actualités qui auraient quand même demandé à l'opposition de montrer les signes d'une organisation, ce qui n'est pas visible et palpable aujourd'hui. On a plutôt l'impression qu'il y a des clashs, entre guillemets, qui sont enregistrés. Ils sont plus virulents entre groupes d'opposition qu'entre l'opposition et le pouvoir. Commence d'abord entre l'opposition et l'opposition, parce qu'eux-mêmes se bagarrent. C'est très virulent. Même, oui, très violent, même sur les affaires d'argent. Sur les affaires d'argent. L'argent aussi. Oui, sur les affaires d'argent, ils bagarrent, l'opposition bagarre lui-même avant de bagarrer avec le pouvoir. On s'interroge, est-ce que c'est l'opposition qu'on peut penser dans un pays démocratique? Parce que l'opposition qui vient discuter des millions à la télé, qui discute des postes, qui sont au tribunal, qui contestent la légalité des présidents du parti, qui se transforme en parti Yango, on ne comprend plus rien. C'est d'abord ça, la première question de mon entrée sur ta question. Que pourquoi l'opposition se bagarre entre eux-mêmes? À cause des problèmes d'argent, problèmes de légalité, les problèmes ethniques, tribales, les mentalités. Maintenant, face au pouvoir, le professeur Mathias Eric Onangui a tout dit parce que le président de la République a pris l'avance sur l'opposition depuis 1982, après la création du RDPC. Le 85. Oui, 85. Non, je dis d'abord, dès qu'il prend le pouvoir en 85, il l'observe. En 85, maintenant, dès qu'on crée le RDPC, le renouveau fut créé. Et maintenant, le président observe l'opposition et commence donc à jouer en avance, stratégiquement, pour dominer l'opposition. Et dominer l'opposition et faire endormir ceux qui sont affamés, ceux qui demandent de l'argent et ceux qui convoitent les postes au gouvernement. Voilà la stratégie de Paul Biya. Parce que par derrière, c'est parce qu'on a la télé. Il y a des opposants qui créent des partis politiques pour convoiter des postes au gouvernement. Et ça fragilise quoi? Ça fragilise maintenant le jeu démocratique. De façon représentative, au Parlement, certains sont là pour vivre, pour survivre. Et là, ça donne maintenant du crédit au président Paul Biya de faire ce qu'il peut avec les stratégies qu'il a en main. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est que pour qu'on ait une opposition qui est crédible, il faut attendre peut-être quand il y aura élection municipale et législative. C'est par là maintenant que le jeu va commencer. Mais pour le moment, le président a encore des outils juridiques pour manier. Est-ce que c'est un rapport pousser l'opposition à être dans les dissensions? Quand vous dites crédible, vous mettez quoi à l'intérieur? L'opposition qui est là aujourd'hui n'a aucune crédibilité? On s'interroge face à des indices que je vous ai cités, problème d'argent, problème tribal, problème de légalité. C'est ça, c'est ces indices-là qui montrent que l'opposition n'est pas un problème de crédibilité, le professeur confirme. Donc, il faut attendre les prochaines élections législatives et municipales pour entrer dans le fond de la crédibilité. Mais quand cette opposition propose les questions de fond, vous trouvez que ça ne sert à rien. Vous retenez seulement les petites querelles d'argent. Il n'y a pas seulement l'argent. Je te parlais qu'il y a un problème où on ne veut pas que tel de X communauté soit président du parti. Parce qu'on ne veut pas voir les leurs au pouvoir. On ne veut pas citer les noms ici pour ne pas entrer dans le coup de la diffamation du code de procédure pénale. Nous connaissons tous. Mais je dis, ce n'est pas sérieux. On peut être dans un pays où un parti politique de l'opposition veut discuter les affaires d'argent dans les médias, dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas l'image de l'opposition qu'on attend. D'accord. Est-ce que tout n'est pas dans la création de ces partis politiques d'opposition? On leur demande à ces partis d'être structurés, d'être organisés aujourd'hui. Mais lorsqu'on regarde comment les partis sont créés, il y a un qui se fâche ici, il n'est pas d'accord avec le président, il va créer son parti. Il y a un petit groupe qui se désolidarise, crée son parti.